C'est bon. Chers amis du monde, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous trouvez. Alors, le monde africain, par monde africain, j'entends les Africains du continent, mais aussi les Africains de la diaspora. Bon, ce terme diaspora est désormais quelque peu dévoyé, hein. Je l'emploie dans son sens véritablement étymologique, son véritable sens. Par diaspora, nous devons entendre simplement les afro-descendants. Donc, les Africains des Amériques, les Africains de la Caraïbe, les Africains d'Afrique. Ils sont aujourd'hui à la recherche de leur véritable marque en ce qui concerne leur histoire, leur civilisation. Et donc, ma contribution va dans le sens de leur donner ce qui leur revient de droit, à savoir un certain nombre d'informations qui ne sont pas toujours partagées. C'est vrai que j'ai personnellement publié un certain nombre d'ouvrages, mais qui ne sont pas forcément bien connus du grand public. Alors, il sera ici essentiellement question du Gabon, de la civilisation gabonaise antique. Pourquoi parler de civilisation gabonaise antique? Et d'ailleurs, avons-nous justement les moyens de dire qu'effectivement une telle civilisation a existé? Eh bien, oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser. J'en veux pour preuve le fait que si les hiéroglyphes ont été déchiffrés en 1822 par Champollion le Jeune, Jean-François Champollion, de son nom civil, Champollion dit le Jeune, parce qu'à côté il y avait son frère Champollion Figeac qui n'était pas concerné par ce travail de déchiffrement des hiéroglyphes. Eh bien, donc en 1822, c'est la date du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion le Jeune. Mais plusieurs siècles auparavant, précisément lorsque nous nous référons à l'ouvrage publié en 1686 par Dolfert Dapper, dans sa version originale, l'ouvrage avait pour titre « Description de l'Afrique ». Il est question du royaume de Pongo. Aujourd'hui encore, les habitants du sud-ouest du Gabon appellent la région de l'actuelle ville de Libreville Pongo. Et ce nom de Pongo apparaît très exactement dans ces textes anciens. Et lorsque Dapper procède à la description justement de ces habitants-là, des habitants du royaume de Pongo, cela correspond en tout point à ce que les égyptologues justement vont nous présenter s'agissant de la civilisation pharaonique. C'est-à-dire des hommes qui se barbouillent le corps de rouge. Dans le cas du Gabon, c'était de la poudre de bois de Padouk. Il y avait l'œil qui était parfois bariolé de jaune, le corps qui était recouvert de blanc immaculé. Dans le cas du Gabon, c'est le kaolin blanc. Dans le cas de l'Égypte pharaonique, un peu plus tard, bien sûr, on en fera l'expérience, c'est ce qu'on va appeler l'albat. Il faut dire au passage que les anciens Égyptiens connaissaient l'ocre, qu'ils appelaient dédi. Au Gabon, il y a bien l'ocre, il y a le bois de Padouk. C'est pour cela que le corps peut être soit rouge sang, donc recouvert d'une poudre. On a l'impression que le corps est de couleur rouge sang. Et parfois, si c'est simplement de l'ocre qui a été utilisé, le corps est orangé ou rouge-orangé. Voilà. Donc, c'était assez surprenant déjà à l'époque. À l'époque, Dolfert Dapper faisait observer que ces hommes-là portaient une espèce de peau de singe. Et lorsqu'on voit la description, il s'agissait de la peau de genette mouchetée. Il parlait déjà aussi de la peau de panthère. Et ça, c'est intéressant parce que on peut considérer qu'il n'y avait pas directement une influence de l'Égypte pharaonique. C'était donc une culture autochtone, mais lorsqu'un peu plus tard, la civilisation égyptienne sera mieux connue, malheureusement, on ne va plus revenir à ces textes-là. Donc, je précise bien que les coutumes, les rites et croyances, justement, du peuple gabonais ancien, tels qu'ils seront repris un peu plus tard dans l'ouvrage publié en 1962 par j'allais dire Raponda Walker, le premier savant gabonais, premier prêtre gabonais aussi, qui allait jusqu'au sommet, justement, dans la hiérarchie de l'Église catholique, il a été prélat. Eh bien, Raponda Walker, qui était prêtre, a travaillé avec un Français qui, lui, était botaniste, mais par la suite, il va suivre une formation d'anthropologue. Ils ont publié un ouvrage très, très intéressant. Le titre, c'est « Rites et croyances des peuples du Gabon ». Là-dedans, nos co-auteurs reconnaissent justement qu'il y a pas mal d'éléments culturels qui permettent justement d'établir une correspondance, enfin de relever des ressemblances entre l'Égypte ancienne et le Gabon. Mais en 1962, il n'y avait pas encore
j'allais dire, des travaux d'archéologie de terrain. Donc, malheureusement, ce travail n'est pas allé plus loin que là. Pourquoi? Parce que Raponda Walker et Roger Sian se sont référés à Raymond Moni, qui lui était anthropologue. Il a estimé que c'était des ressemblances accidentelles parce que le Gabon se trouve à 4000 km de Tarbes. Et donc, d'après Raymond Moni, il était impensable, il était impossible que le Gabon ait été culturellement influencé à travers ses peuples, hein, bien sûr, par l'Égypte pharaonique. Quoi qu'il en soit, dans ce texte de 1686, il y a un certain nombre de composants de l'actuel peuple gabonais qui sont clairement évoqués. Brahma pour Varama, il y a les Vili qui sont clairement évoqués, les Lumbu, il y a le terme Luango qui apparaît. Mais il faut bien dire que dans la culture d'Afrique centrale, et même celle du Gabon, Luango c'est un terme englobant dans lequel on peut ranger globalement tous les habitants du sud, de l'est, du Gabon et même du littoral. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cheikh Anta Diop faisait déjà observer dans l'un de ses écrits de maturité que l'on a retrouvé des perles authentiquement thébaines au Gabon. Là, c'est une découverte qui concerne justement et qui intéresse, j'allais dire, les archéologues. Eh bien, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne savons pas là où se trouvent ces perles-là. Avaient-elles été datées ou sont-elles conservées? Bon, ça, l'auteur ne l'a pas précisé. Le grand savant africain qui était le professeur Cheikh Anta Diop ne l'a pas précisé, malheureusement. Mais la chose est notée noir sur blanc par ces grands esprits. Alors, donc, Cheikh Anta Diop meurt en 1986. Et c'est en 1981 qu'il publie la dernière grande œuvre de son vivant, une œuvre de maturité, Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Quand il meurt en 1986, l'archéologie d'Afrique centrale, globalement, n'était pas très avancée. Alors, coup de tonnerre, un an après sa mort, mais rappelons au passage que le professeur Cheikh Anta Diop a animé sa toute dernière conférence, grande conférence, au Cameroun. Et quand il rentre au Sénégal, le pays de sa citoyenneté, eh bien, il va y trouver la mort. Mais curieusement, un an plus tard, en 1987, c'est en Afrique centrale, donc juste à côté du Cameroun, au Gabon, que deux archéologues découvrent les traces d'une civilisation ancienne. Il s'agit de deux Français, Richard Oslissi et Bernard Perrault, dans une région du Gabon qu'ils appellent la vallée de l'Ogoué. Eh bien, ils vont découvrir des traces d'une écriture vieille de 2000 ans à l'époque de la découverte. C'est-à-dire, nous sommes en 1987, puisque nous sommes passés justement au 3e millénaire, on peut donc dire que cette écriture est vieille de 3000 ans. Au passage, je voudrais simplement regretter le fait que d'autres laboratoires, d'autres chercheurs n'ont pas été amenés sur le terrain, appartenant éventuellement à d'autres écoles, à d'autres laboratoires, pour que nous puissions savoir si effectivement 2000 ans ou 3000 ans, c'est la bonne datation. Peut-être que cette écriture est beaucoup plus vieille que cela. Quoi qu'il en soit, le Gabon est donc désormais reconnu comme ayant connu une civilisation qui connaissait l'écriture il y a 3000 ans. C'est donc toute une révolution. Je mets ici comme un regret, parce que si le professeur Cheikh Anta Diop, justement, de son vivant, il y avait eu une telle découverte, il est à peu près sûr qu'il aurait fait avancer davantage ses travaux sur la connaissance de la véritable histoire du peuple africain. D'autant plus que dans son dernier ouvrage, Civilisation ou barbarie, il nous donne un mot tiré de la pyramide du pharaon Ounas. Ounas était un pharaon de la 5e dynastie de l'Ancien Empire. Alors pour ce pharaon, les ancêtres des anciens Égyptiens, donc ses propres ancêtres, lui en tant que roi, pharaon c'est le roi. Il dit donc que les ancêtres des anciens Égyptiens et lui-même étaient originaires d'Afrique équatoriale. Évidemment qu'une telle parole est passée sous silence simplement parce qu'il n'y avait pas de preuves archéologiques, surtout à l'époque, même si nous savons que grâce aux écrits hiéroglyphiques, une reine, la pharaon Hatshepsut, a fait une expédition en Afrique équatoriale, au pays de Punt, disions-nous à l'époque, mais depuis les travaux tout récents du professeur Silla, il montre que le pays de Punt doit plutôt se dire pays de Pounou. Et il a d'ailleurs attaché ce terme de Pounou
en tant que toponyme à l'ethnonyme de Pounou, qu'il a clairement localisé au Gabon, où on trouve bien un peuple appelé peuple Pounou. Alors, donc, nous, ce qui nous intéresse simplement, c'est l'Afrique équatoriale. L'Afrique équatoriale, finalement, a abrité une civilisation ancienne. Et comme de l'aveu même des hommes de science qui s'occupent de cette question, je vais parler ici des archéologues, je pense par exemple au travail intéressant de l'archéologue britannique Bernard Clist, qui a publié une œuvre monumentale, le titre c'est Gabon, 100 000 ans d'histoire. Dans cette œuvre, il reconnaît que à la fin du 19e siècle, les premières traces de l'existence d'une préhistoire en Afrique équatoriale ont été découvertes au Zaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo. Un an plus tard, le Gabon a suivi et après le Gabon, juste après le Gabon, l'année qui suivait, c'était la République du Congo. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bernard Clist, archéologue britannique, précise dans son œuvre Gabon 100 000 ans d'histoire, publiée en 1995, que dès 1968, le Gabon a supplanté les deux Congos. Et aujourd'hui, le Gabon est reconnu dans le rapport aux découvertes archéologiques comme étant le pays qui a le plus grand nombre de sites archéologiques. Ces sites archéologiques, malheureusement, le pays n'en parle pas tellement. Les Africains eux-mêmes ne s'y intéressent pas tellement. Et ça, c'est bien dommage parce que les découvertes révolutionnaires pour l'histoire africaine et même l'histoire du monde continuent, du moins en ce qui concerne le Gabon. Donc, retenons finalement que lorsque les premiers voyageurs, les premiers explorateurs vont s'intéresser au Gabon, ils vont remarquer qu'il y avait un ensemble d'éléments culturels qui poussaient à soupçonner l'existence d'une civilisation ancienne, et cela a été confirmé par les découvertes archéologiques. Et donc, il y a toute une bibliographie conséquente qui existe. Je pense donc à l'ouvrage que je venais de citer, Gabon, 100 000 ans d'histoire, de l'archéologue britannique Bernard Clist. Je pense aussi à l'opuscule Les gravures rupestres de la vallée de l'Ogooué, Gabon, publié par deux archéologues français, Richard Oslisly et Bernard Perrault. Ces deux textes-là, eh bien, entre autres, sont des textes plutôt très intéressants. Il y a aussi un archéologue gabonais, Marcel Matumba, qui a commis un certain nombre d'ouvrages, d'opuscules intéressants sur l'archéologie. L'un d'entre eux fait état de l'existence, à titre d'exemple, pour la région de la Nyanga, de découvertes archéologiques qui s'échelonnent entre 1929 et 2000. Bien sûr que finalement, tous ces textes-là nous permettent de réécrire l'histoire du Gabon, de réécrire l'histoire de l'Afrique, de réécrire l'histoire universelle. Et dans cette histoire universelle, le Gabon a quelque chose à dire. Alors, donc, je vais passer à un autre point. S'il est bien vrai que le Gabon a une histoire, est-ce qu'on peut savoir quel est le peuple, la composante du peuple gabonais qui est à l'origine de ces vestiges historiques reconnus comme étant très anciens? Commençons d'abord par rappeler ici que l'ensemble des Gabonais, hormis les fonds, appartiennent au peuple Congo. Congo avec K. Les Gabonais sont donc des Congos. Autrement dit, lorsque le royaume du Congo d'Antotila régnait de ses mille feux, il comprenait, outre l'Angola, où se trouvait Mbanza Congo, sa capitale politique, il comprenait donc l'Angola, les deux Congos, le Gabon. Il y avait aussi un prolongement du côté de la Zambie. Et si on va même un peu plus loin, en réalité, c'est un royaume, c'était plutôt un empire, qui a d'ailleurs sérieusement impacté l'ensemble du continent africain. Puisque si on s'intéresse d'un peu plus près au peuplement de Madagascar, ce qu'on appelle les premiers Bantous qui y ont habité, à bien regarder les choses de près, eh bien c'était des Congos, des Méris précisément. C'est pour cela que quand on prend l'histoire de Madagascar, nous avons deux petits royaumes qui ont commencé, Limérina et Majanga. Il y a Majanga qui reste toujours une ville importante de ce pays qu'est Madagascar. Mais alors, ces termes-là, ces toponymes de Majanga et de Méri, curieusement, on les retrouve en tout point au Gabon. C'est pour cela que je voudrais encore revenir une fois de plus au travail de Raponda Walker et Roger Science, ce qu'ils ont commis
le travail qui correspond à leur œuvre, Rizekrans des peuples du Gabon. Eh bien, ces deux co-auteurs reconnaissent que le peuple gabonais, les populations gabonaises, disent-ils, ils ne parlent pas de peuple, ils parlent de populations gabonaises qui ont conservé des cultures particulièrement anciennes qu'ils pratiquent de temps immémorial. En fait, c'est une manière élégante de reconnaître que les cultures en question, les religions traditionnelles en question étaient particulièrement vieilles. Est-ce qu'on a moyen de le vérifier? Bien sûr. L'essentiel, c'est de se référer à l'une des recommandations du colloque du Caire. Le colloque égyptologique qui s'est déroulé au Caire en 1974 et qui a consacré la scientificité des travaux du professeur Cheikh Anta Diop, dans l'une de ses recommandations, insistait sur le fait, désormais, de traiter l'histoire de l'Afrique sous l'angle général. En fait, qu'est-ce à dire? Par le passé, c'est-à-dire avant cet acte mémorable, celui du colloque du Caire, l'on avait coutume de traiter l'histoire de l'Afrique de façon excessivement segmentée. Par exemple, on va prendre une composante ethnique. Si je suis au Gabon, on va s'intéresser au Terre, parce qu'au Gabon on ne dit pas Teke, mais on dit Terre traditionnellement, ou au Mbamba, Sobamba. Puis on va essayer de faire leur histoire sans tenir compte du fait qu'ils ont toujours vécu en étroite collaboration, en étroite relation, en relation très intime pratiquement avec d'autres communautés sur des siècles. Et quand on regarde bien, finalement, ce qu'on croit être des ethnies, ce ne sont pas des ethnies, ce sont des dénominations qui peuvent s'expliquer historiquement. Bon, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Quoi qu'il en soit, tous reconnaissent qu'ils sont des Congos. On peut le vérifier par le fait que la structure sociétale, la structure royale des Congos, on la retrouve chez les Terre, on la retrouve telle quelle chez les Obamba, chez les Kele, chez les Punu, on la retrouve telle quelle chez les Nzebi. Et c'est simplement parce que, justement, toutes ces composantes humaines étaient bel et bien des composantes de ce grand peuple Congo. Autrement dit, toute la civilisation Congo se retrouve en tout point dans ce que l'on pourrait appeler civilisation gabonaise. Et ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que cela nous permet de comprendre que l'histoire de l'Afrique est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En principe, tous ces pays-là, qui ont d'autres dénominations en dehors des deux Congos, l'Angola, notamment la Zambie, le Gabon, tous ces pays pouvaient parfaitement s'appeler Congo sans choquer qui que ce soit, du moins les spécialistes de l'histoire africaine, ceux qui la connaissent de l'intérieur, ou les gardiens de la tradition vivante. Alors donc, comment s'appelait-il ce peuple? C'est ici où les choses paraissent très étonnantes. Je vais me référer à un travail intéressant, celui d'un ingénieur agronome français, Georges Letestu, qui a été pendant près de 10 ans administrateur colonial dans la Nyanga, fin 1906-1916. Et il va revenir un peu plus tard dans l'Angounié, tout ça c'est dans le sud-ouest du Gabon, la Nyanga et l'Angounié étant aujourd'hui deux provinces situées dans le sud-ouest du Gabon. Dans l'Angounié, il va y passer 10 ans. Mais ce qui nous intéresse, c'est son premier séjour au Gabon, son long séjour, celui de 9 ans. Il avait reçu, entre autres missions de la part des autorités politiques de son pays, les autorités françaises notamment, de faire le tour de toute cette région à pied et de recueillir toutes les informations et toutes les connaissances. Donc lorsqu'il rentre en France en 1916, évidemment, il avait pris des milliers de notes, il va organiser tout cela, il va commettre un ouvrage, il va publier un ouvrage en 1918, le titre c'est « Notes sur les coutumes Bapounou dans la circonscription de la Nyanga ». Dans cet ouvrage, il dit que des dénominations telles Bavarama, Tsogo, Nzebi, Lumbu, Vili, Punu, Bayaka, parce qu'en fait il faut dire que jusqu'à présent, à Mayumba, dans l'extrême sud du Gabon, Mayumba et Ndindi, eh bien, on ne dit pas Punu. La composante Punu est appelée Bayar ou Bayak. Et cette composante elle-même, du moins dans la zone de Mwabi, elle se fait appeler Badjar, Moudjar au singulier, Badjar au pluriel.
Donc en fait, c'est un terme, une dénomination, un ethnonyme, entre guillemets, bien sûr, qui est consacré par la tradition gabonaise elle-même, par la tradition du sud-ouest du Gabon. Alors justement, c'est Djag, c'est pour nous, nous paraissent intéressants. Pourquoi? Parce que, justement, notre auteur, celui qui a publié Notes sur les coutumes Bapounou dans la circonscription de la Nyanga, Georges Le Testu, a fait observer que le nom générique de toutes ces composantes humaines, autrement dit tout le sud du Gabon, c'est Bapounou. C'est pour cela qu'il a marqué Notes sur les coutumes Bapounou dans la circonscription de la Nyanga. Un peu plus tard, Annie Merlet va commettre 2 ouvrages. Le tout premier vers les plateaux de Massoukou, et le deuxième autour du Luango. Dans ces 2 ouvrages, elle reconnaît non pas l'ethnonyme de Pounou comme étant l'ethnonyme commun, non, à l'ensemble des peuples du sud du Gabon, mais elle reconnaît d'une part que ce sont tous des Congos et 2 spécifiquement ce sont des Luango. Sauf qu'elle n'a pas eu le courage de dire peuple Luango, elle va parler de complexe Luango. Mais en tout cas, nous la comprenons. Par contre, après Annie Merlet, entre 2006 et 2007, Alain Michel Boyer, qui est un spécialiste de l'art nègre dans son ouvrage Les Arts d'Afrique noire, va reconnaître que pour nous c'est un ethnonyme englobant dans lequel nous devons ranger tous les habitants du sud et de l'est du Gabon. Bon, bien sûr qu'il nous faut donc repréciser tout cela. En tout cas, moi je vais donc me référer à la composante pour nous. Comment se désigne-t-elle? Quelles sont les différentes manières à partir desquelles elle se désigne? Pour dire je suis un Pounou authentique, les Pounous du Gabon disent mais, forme syncopée de menou. C'est-à-dire moi, mais mou Pounou ou meri. Dans cette construction-là, lorsqu'on dit mais, plus l'ethnonyme, ce qui suit, c'est une localité. On va dire par exemple, mais Monzabi ou Mbio, je suis un Zébi de Mbigo. Même Pounou Meri, littéralement, ça veut dire je suis un Pounou d'une localité qui s'appelle Meri. Or, il se trouve que cette localité n'existe plus dans les faits. C'est-à-dire qu'au moment, dans les dernières générations, entre le 19e et le 21e siècle, nous y sommes. Quand on dit même au Pounou Meri, il n'existe pas une localité clairement identifiée qui s'appellerait Meri. Par contre, ce qui surprend, c'est que les anciens Égyptiens, entre autres dénominations, appelaient bien leur pays Tameri. Ta signifiant pays de, littéralement, si on refuse de traduire Meri, ça va faire pays de Meri. Ah, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'ensemble de ces composantes humaines ont aussi une dénomination dans tout le sud du Gabon, c'est Dibour Kam, on sait bien dire le Bot-la-Kam, c'est-à-dire la lignée utérine de Kam, autrement dit le peuple de Kam. Et dans les faits, nous avons quelques localités qui s'appellent Kam au Gabon, la plus connue étant Siet Kam, qui a été francisé en quelque sorte en Sete Kama, mais dans la tradition on dit bien Siet Kam. Il y a un autre Kam entre Mwabi et Ndende, la localité relève désormais beaucoup plus d'Ndende, qui s'appelait Kam aussi. Il y a tout plein de localités comme cela. Donc, et c'est intéressant, si nous avons ces éléments, c'est que ils donnent à penser, ils nous permettent de mieux éclairer les choses. D'autant plus qu'en 1912, une étude intéressante de foresterie a montré que toutes les savanes du sud-ouest du Gabon sont la conséquence de la pression de l'homme. Autrement dit, il y aurait eu une civilisation ancienne et les habitants de cette civilisation, dans leur conquête du massif forestier d'Afrique équatoriale, ont fini par créer des villes et avec le temps, une fois abandonnées ces villes, eh bien, des savanes se sont installées. Donc il y a des auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Ce qui nous permet de dire finalement que le Gabon antique était un royaume et ce royaume s'appelait Meri ou Kam. Donc ce sont les noms les plus anciens. Alors à propos de Kam, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière de dire un citoyen de tel pays,
c'est l'expression Mutu, donc l'homme, qui est souvent employé dans le sud du Gabon. On va ainsi dire par exemple Mutungabo, l'homme du Gabon, donc citoyen gabonais. Mutukam, l'homme de Kam, ou le citoyen de Kam. Mais il y a une variante dialectale du Punu, notamment l'Eshira, parlé par Biskissir, ou Eshira. Alors, eux, ils ont plutôt un re d'attaque. Donc là, on va dire Mutukam. Ils vont dire, en Eshira, on dit plutôt Remutukam, pour dire le citoyen de Kam, le peuple de Kam. Effectivement, ça nous permet d'éclairer la manière dont les anciens Égyptiens se faisaient appeler. Généralement, les égyptologues disent les Remetu, parce que le terme complet c'est Remetu, et on disait souvent Kemet. Non, mais en fait, on doit dire Remutu Kam. Et d'ailleurs, le professeur Kalala Omotonde, justement, dans son effort de traduction de cette désignation ethnonymique, Remutu a dit que ça voulait dire les hommes parfaits. Lorsque nous mettons une parenthèse, entre parenthèses le terme parfait, il y a homme qui apparaît, et dans les langues bantou, Mutu ou Muntu, eh bien ça veut dire homme. Singulier, Batu, Bantu, les hommes. Donc Remutu Kam, donc on peut estimer simplement que nous avons ici une dénomination que l'on retrouve en tout point chez Biskissir, donc les Eshira au Gabon, qui est exactement la même dénomination relevée chez les anciens Égyptiens. Finalement, le Gabon a une histoire ancienne qui a été soupçonnée par les premiers voyageurs, qui a été soupçonnée aussi par les premiers prêtres missionnaires, et cette histoire ancienne a finalement été confirmée par l'archéologie de terre. À partir du moment où la science historique insiste sur la nécessité de travailler de façon très rigoureuse lorsqu'il est question justement de l'histoire africaine, eh bien, nous devons justement adopter une méthodologie bien précise dans laquelle les traditions orales, ou du moins les différentes versions de la tradition orale, doivent être prises en compte. Or, nous avons justement plusieurs versions de la tradition orale africaine, gabonaise en particulier, puisque c'est cette tradition qui nous intéresse, qui parle de Kam en tant que royaume. Et c'est intéressant, même dans les écrits bibliques, on parle de Ham, qui serait l'un des ancêtres parmi les plus lointains des Noirs. Mais bien, dans la Nyanga au Gabon, les Bongo, c'est-à-dire ce qu'on appelle malencontreusement les pygmées, je mets ici pygmées entre guillemets parce que pour moi les pygmées n'existent pas, eh bien la dénomination qu'ils se donnent c'est Baham. Ham, donc les Ham, nous avons encore cette dénomination justement dans le Gabon de notre époque. Et Ham, Kam, voilà, c'est intéressant. Donc Raponda Walker et Roger Science avaient donc raison de dire que dans leur tradition ancestrale, les Gabonais ont conservé nombre d'éléments qui renvoient à une civilisation particulièrement vieille, très vieille même, qui se serait perdue d'ailleurs dans la mémoire. Voilà pourquoi ils parlent de civilisation immémoriale, une civilisation dont la temporalité est immémoriale. Alors, donc, Gabon, finalement, un État ancien qui s'appelait Méri, ou Kam, avec un peuple qui s'appelait Méri, qui s'appelait Kam ou Ham, et beaucoup plus tard, c'est ce même peuple-là qui se fera appeler Luango, qui se fera appeler Congo. Donc il s'agit bel et bien du même peuple. Parler de la civilisation gabonaise, les choses doivent être claires, à la fois pour les Gabonais et pour tous les Africains. Parler de civilisation gabonaise revient purement et simplement à parler de civilisation Congo. Donc, puisque les traces les plus anciennes de l'existence d'une civilisation ancienne en Afrique centrale sont attestées au Gabon, ça veut donc dire que la civilisation Congo est née au Gabon. Et lorsqu'elle est née, cette civilisation, le peuple s'est attribué un nom, c'était Méri. Ce nom, un autre nom, c'est Kam ou Ham, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'apparaîtra le nom Congo. Mais n'y a-t-il pas un autre nom beaucoup plus ancien que tous ces noms-là? Manifestement, si. Alors, donc, pour vous faire rire, dans mon enfance, j'étais assez surpris de ce que les parents, lorsqu'ils devaient repartir au village, où parlaient de ceux des membres de la famille qui allaient au village, ils disaient qu'ils sont allés au pays de Punu.
Ipunu, ça se dit Bamawe Obapunu. Et lorsqu'il s'agit du retour, Bamaro Obapunu. Ils sont revenus du pays de Punu. Alors il y a tout un travail qui est récent, c'est un travail intéressant. Pourquoi? Parce que ce terme Punu là, on le voyait uniquement comme étant un ethnonyme, mais il était aussi un toponyme dans l'exemple que je viens de donner, puisque les natifs eux-mêmes considéraient que leur habitat, c'est-à-dire tout le sud du Gabon, avec une ouverture sur l'est et un prolongement en République du Congo, eh bien c'est tout cela qu'ils appelaient Bapunu. Donc Ba, pluriel, et Punu. Mais Ba ici a la valeur justement d'une classe, un élément qui a dû évoluer pour indiquer simplement l'aspect toponymique et non pas l'aspect humain. Parce qu'en général, les langues bantoues ont le préfixe de classe Ma pour désigner les noms de lieux. D'où Masuku pour le cas du Gabon, Makoku, Mayumba. Donc Ma, c'est un peu l'équivalent de Ta chez les anciens Égyptiens. C'est-à-dire que dès qu'on avait Ta, c'était forcément une localité. Et dans les langues bantoues, quand on a Ma, ce qui suit, c'est forcément une localité. Bien sûr qu'il y a des éléments de modification. On peut avoir, par exemple, Mimfoul ou Mouila, c'est M plus quelque chose. Mais ça se comprend simplement parce que dans les langues africaines, le professeur Théophile Obenga l'a très bien montré avec l'ancien égyptien. Il montrait que les anciens égyptiens, donc pour nous, on va désormais dire les Remutukam, dans leur écriture, avaient rarement l'habitude de représenter, d'écrire les voyelles. Mais simplement parce qu'il y avait toute une règle, le caractère fuyant du système vocalique qui laissait entendre qu'on pouvait utiliser indistinctement telle voyelle ou telle autre. Eh bien, ça se sent dans la pratique, hein, ici, dans les langues du Gabon, ce caractère fuyant du système vocalique. Le même individu, par exemple, moi je m'appelle Mabika, mais en fait, traditionnellement, c'est Mabik. Et lorsqu'on interpelle un individu qui s'appelle Mabi, qui se trouve loin, on peut dire Mabike, tu deviens Mabike. Et lorsqu'on donne des avertissements, par exemple, arrête de m'embêter, Mabi, on dit Mabiko, on devient Mabiko. Donc on voit bien que le même nom, Mabik, il y a E muet. À la base, il y a Mabike, E accent aigu, ça devient Mabiko. Et lorsqu'on dit mais arrête toi aussi, là on dit Mabika. Vous voyez, donc ça c'est un peu comme un blâme. Mais ce qui nous intéresse, c'est que finalement pour le même nom, il y a plusieurs voyelles finales. La voyelle finale est différente. Elle peut être un E, elle peut être un E, elle peut être un A ou bien elle peut être un O. C'est ça le caractère fuyant du système vocalique. Simplement parce que il y a la possibilité de passer d'une voyelle à une autre alors même qu'il s'agit du même objet, du même individu que l'on désigne. Alors, donc ça c'est intéressant. On revient pour dire qu'avec les Punu, quand on dit au Bapunu, donc au pays Punu. Donc probablement c'est une formule rarissime, hein, en lieu et place de Mapunu pour indiquer le pays de Punu. Eh bien, on a utilisé Ba exactement comme on dit les Punu au pluriel. Alors, il se trouve que le professeur, c'est un Africain qui a travaillé sur cette question et son travail est tout à fait récent. Alors, le professeur Silla, après avoir revisité la littérature hiéroglyphique, cette l'Égypte pharaonique, il s'est rendu compte que finalement ce pays que l'on appelait pays de Punt devrait plutôt se dire pays de Punu. Et il l'a démontré de façon admirable. Alors, ce qui nous permet de dire que finalement, parmi les noms anciens de l'ensemble du peuple Méri, l'ensemble du peuple Congo, eh bien, il y avait le nom Punu, qui était donc un nom englobant. Et le pays était aussi appelé pays Punu. Et c'est ce pays qui va nous parvenir dans la littérature hiéroglyphique sous le nom de Punu, mais que l'on lisait malencontreusement pendant longtemps, je veux dire avant les travaux du professeur Silla, que l'on lisait Punt. Voilà. Bon, il faut quand même dire que dans son ouvrage Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, publié en 1967 en sa première édition, et en 1993 pour ce qui est de la seconde édition, le professeur Cheikh Anta Diop
justement dans les planches hors texte, revient sur ce fameux pays de Ponte qui localise clairement en Afrique équatoriale. Il y a donc ici une rencontre exceptionnelle entre justement l'approche du professeur Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, hein. Christian Desroches-Noblecourt aussi, dans son ouvrage La femme au temps des pharaons, justement localise le pays de Ponte clairement en Afrique équatoriale, très exactement comme le professeur Cheikh Anta Diop. La femme au temps des pharaons a été publiée par Christian Desroches-Noblecourt, brillante égyptologue, en 1986. Donc, finalement, les travaux du professeur Sylla ont été précédés justement en termes de localisation, hein, par ceux du professeur Cheikh Anta Diop, mais aussi ceux de Christian Desroches-Noblecourt pour ce qui est de la localisation du pays de Ponte en Afrique équatoriale. Maintenant, l'apport du professeur Sylla est intéressant dans le sens où, lorsqu'il procède à la vocalisation de ce toponyme, il parvient à la conclusion selon laquelle nous avons finalement tous les éléments, et c'est intéressant, des caractères hiéroglyphiques qui attestent de ce que la bonne lecture c'est Pounou, le pays Pounou. Donc le Gabon antique s'appelait Pounou. Un peu plus tard, il a été appelé par les natifs toujours un Méri et Cam, et ce n'est que tardivement, probablement après l'éclatement de cet état magnifique et majestueux, puisque finalement il est évoqué dans les textes les plus anciens, qui a eu comme une sorte de déclin et une reprise qui s'est faite avec l'avènement du royaume de Congo-Diantotila. Le Congo-Diantotila hérite donc de l'ancien royaume de Méri ou Cam, qui était aussi appelé l'ancien royaume de Pounou. Les habitants étaient donc tous des Pounou, du moins leur ethnonyme. On pouvait aussi les appeler les Méri, on pouvait les appeler les Cam. Il s'agit de ce même peuple que l'on appelle aujourd'hui les Congos. La conséquence, c'est que pour le Gabon, finalement, si nous considérons la période allant de l'Antiquité à peu près, pour autant que l'on puisse prendre en compte les découvertes archéologiques, jusqu'au début du XXe siècle, eh bien, au Gabon, finalement, on n'a que deux ethnies. D'une part, les Congos, avec K, Méri. De l'autre côté, les Francs qui sont arrivés au Gabon au XIXe siècle, si l'on s'en tient aux différents écrits. Maintenant, est-ce que les Francs se sont adaptés en arrivant au Gabon? Oui, parce qu'en réalité, il s'agit du même peuple. Peut-être que les recherches n'ont pas été encore suffisamment poussées. En tout cas, je reviendrai en détail sur cette question. Il faut dire déjà que c'est intéressant. Du côté du Cameroun, on reconnaît que les Bétis, le peuple franc, globalement, accorde une place particulièrement éminente aux neveux. Or, ça c'est un réflexe qui relève de la matrilinéarité. D'ailleurs, le roi Don Pedro de l'ancien royaume du Congo a mené la guerre à ses oncles parce que justement ses oncles étaient censés être les véritables héritiers du trône. Donc, les choses n'ont pas changé et curieusement, on retrouve les mêmes réflexes dans la culture franc, une place prépondérante, notamment du neveu. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui a été commis par une chercheuse au Cameroun, la place du neveu chez les Zewondo. Ouvrage intéressant qui montre que peut-être qu'on n'a pas encore tout dit, notamment sur le peuple franc. Quoi qu'il en soit, retenons simplement que le Gabon abritait une civilisation ancienne. Cette civilisation a été inventée par un peuple qui a ses descendants aujourd'hui, notamment les Terrais du Haut-Togo doivent se considérer comme étant les descendants justement de ce peuple-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, entre autres, hein, bien sûr, les Nzebi, les Adouma, etc., les Kota, et j'en passe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se réfère à la tradition, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, dans le Haut-Togo, il y a une dénomination ethnonymique attestée, c'est Anziani. Par Anziani, nous devons entendre l'ensemble des habitants du Haut-Togo. Ce terme, cet ethnonyme entre guillemets d'Anziani, fait penser au toponyme Anzikana qui désignait justement l'ancien royaume du Congo. Avant d'être appelé Congo,
il a été appelé Andi Canal. Et curieusement, dans les Anziani, eh bien, on place les Téké, on place les terrains du Gabon, comme je le dis. Permettez-moi justement de revenir sur le fait qu'au Gabon, on ne dit pas Téké, mais terrain, les Mbama, il y a aussi les Kélé, les Akélé, donc tout cela, c'était les Anziani, les Nzebi. Donc ça veut dire que Anziani, ça a aussi été une dénomination ethnonymique qui a désigné l'ancien peuple gabonais. C'est important de revenir un peu à tout cela. Et ça nous rappelle le fait que Annie Merlet, s'appuyant sur Vansima, a insisté sur le fait, dans un opuscule, c'est Légende et histoire des Miennes et de l'Ogoué. Elle insistait, cette historienne française, bibliothécaire, mais qui a fait œuvre d'histoire, une œuvre particulièrement importante sur le Gabon, elle insistait sur le fait que toutes les versions de la tradition orale doivent être prises en compte. Il ne faut rien laisser, il faut les considérer toutes parce que chaque version nous permet sans aucun doute d'en savoir un peu plus. Or, malheureusement, ce n'est pas encore fait. J'espère vivement que la cohorte, le nombre impressionnant de chercheurs africains qui existent à travers le monde va se déployer, pas nécessairement en terre gabonaise, j'allais dire dans toute l'Afrique équatoriale, pour essayer de récolter des textes de la tradition orale qui n'ont pas encore été. Okay? Il faut qu'on ait une banque de données suffisamment importante et que chacun vienne travailler librement sur cette banque de données. Parce que malheureusement, beaucoup parlent de l'histoire du Gabon, de l'histoire du Cameroun, de l'histoire du Congo, parfois en citant la tradition orale sans nous en donner le contenu. Et à bien vérifier les choses de près, à bien regarder les choses de près, on se rend compte que ce sont parfois des traditions montées de toutes pièces, donc de fausses traditions. Donc c'est important que l'on puisse recueillir les véritables textes issus de la tradition orale, qu'on puisse justement les conserver correctement, les mettre à la disposition des chercheurs, les anthropologues, les ethnologues, les égyptologues même, qu'on les mette à la disposition des anthropologues, disais-je, des linguistes et autres, des sociologues, voilà, et des politologues, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, les politologues africains devraient avoir une culture suffisamment vaste pour qu'ils puissent se faire une idée beaucoup plus nette de ce qu'on entend par peuple dans la culture proprement africaine. D'ailleurs, le travail qui est fait par les uns et les autres, les égyptologues africains, l'école africaine d'égyptologie initiée par le professeur Cheikh Anta Diop et continuée par son disciple, le professeur Théophile Obenga, eh bien, cette école est intéressante parce qu'elle insiste sur le fait que les Africains doivent, une fois pour toutes, comprendre qu'ils appartiennent à un seul et même peuple, le peuple africain. Et c'est intéressant, ce peuple a une histoire ancienne. La différence que j'apporte, c'est que, contrairement au professeur Cheikh Anta Diop qui faisait venir ce peuple de la vallée du Nil, eh bien, je considère que c'est plutôt dans la zone équatoriale que ce peuple a pris naissance, et ce n'est que par la suite qu'il est allé à la conquête du reste de l'Afrique, y compris de la vallée du Nil. Du moins, nous pourrons nous permettre de le dire aujourd'hui sur la base, justement, des données scientifiques existantes. Alors donc là, c'est intéressant que tous les habitants des régions appelées au Gabon, Otogoué, par exemple, Ogoué Vindo, Ogoué Lolo, Ngounié Nyanga, etc., comprennent qu'ils sont des Congos. Il y a d'ailleurs une publication intéressante que nous devons à un jeune, nous devons à deux historiens originaires de la République du Congo. Le titre de leur œuvre, c'est « Peuple et civilisation Congo dans le sud du Gabon ». Le sud du Gabon, c'est le sud-est, c'est-à-dire la région appelée le Haut-Ogooué, et le sud-ouest, les deux régions appelées Ngounié et Nyanga, les deux provinces, en fait, comme on dit ici au Gabon. Donc, dans cet ensemble-là, c'est-à-dire le Haut-Ogooué, la Ngounié et la Nyanga, le travail de ces deux historiens montre que l'ensemble des habitants sont des Congos, et c'est tout à fait correct. En dehors, justement, de ce travail, il y a un travail beaucoup plus ancien qui a été publié, il a été fait par un Américain, White McGaffey, il a commis une œuvre, et dans cette œuvre, il reconnaît aussi que l'ancien nom de tous les habitants du Gabon, j'allais dire les primo-habitants, si nous considérons la zone, je veux dire la période historique partant de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle,
même au 19e siècle, c'est bien si nous prenons ces habitants-là, eh bien tous sont des Congos. Donc il est temps que les gens comprennent qu'ils sont des Congos. Simplement ici, dans ce que je dis, le nom le plus ancien des Congos, c'est Méri. Il y a Kam aussi, Oham, et ce sont des dénominations qui sont attestées sur le terrain. Et si nous avons un peuple qui a une histoire ancienne, ça veut dire que ce peuple a une civilisation. Qui dit civilisation dit trois choses: l'art, la religion, les sciences et les techniques. Voilà. Donc pour une prochaine fois, eh bien, on va examiner ce volet-là. Je vous remercie. J'espère que le contenu qui a été ici proposé au public, eh bien, le public va lui accorder un intérêt. Voilà.